Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie portant sur les fonctions en Python. Une fonction ici est un bloc de code réutilisable qui exécute une tâche spécifique. Alors comme avantage, les fonctions me permettent d'éviter des répétitions de code. Elles améliorent la lisibilité et la modularité du programme. Elles facilitent également la maintenance et le débugage bien sûr. Donc là, ça vous permet de vous situer exactement dans votre code. Pour déclarer une fonction en Python, la syntaxe est tout simplement la suivante. Donc là, on utilise le mot-clé def suivi du nom de la fonction et ensuite suivi des parenthèses. Ensuite de 2 points, vous allez à la ligne et vous mettez maintenant le bloc d'instruction propre à la fonction. Bien sûr, n'oubliez pas l'indentation, sinon erreur, comme d'habitude. Comment appeler une fonction? On va noter ici qu'une fonction ne s'exécute pas automatiquement. Il faut l'appeler en écrivant son nom suivi des parenthèses. Comme exemple, notre fonction que nous avons créée précédemment, c'est-à-dire la fonction dit bonjour, pour l'appeler, nous allons tout simplement l'appeler en disant dit bonjour juste en bas. Alors, pour pouvoir exécuter ce bloc de code, rappelez-vous, dans l'une des vidéos précédentes, je vous ai dit que dans Jupyter Notebook, pour que ce bloc de code puisse marcher, il faudrait que j'exécute au préalable le bloc de code précédent car ça contient un élément qu'on utilise à notre niveau. Et lorsque j'exécute ce premier bloc de code, par la suite, exécutons maintenant ce petit bout de code, vous verrez que nous aurons bonjour en retour. Nous allons maintenant nous voir avec les paramètres et arguments dans une fonction. Il existe une différence majeure entre les paramètres et les arguments dans une fonction. Alors, les paramètres sont des variables utilisées à l'intérieur d'une fonction, or que les arguments sont des valeurs passées à la fonction lors de son appel. Donc vous comprenez que les paramètres ici sont utilisés lorsqu'on est en train de construire la fonction, mais lorsqu'on est en train d'utiliser la fonction, donc l'appeler, ces paramètres sont maintenant appelés arguments. Ils peuvent prendre maintenant des valeurs clés. Alors, comme exemple ici, nous avons cette petite fonction. Là, nous avons la fonction saluer. Donc la fonction saluer qui prend ici en paramètre le nom. Là, nous affichons bonjour, non. Maintenant, nous l'appelons juste en bas. Là, nous avons salué Herman. Cette fois-ci, Herman ici, ce n'est pas un paramètre, mais c'est plutôt un argument. Donc, en l'exécutant, bien sûr, vous aurez bonjour Herman. Il a noté ici que une fonction peut également prendre plusieurs paramètres. Alors, ça peut prendre 2, 3, voire plusieurs paramètres, exactement comme en mathématiques. Car lorsque vous définissez une fonction comme en mathématiques, vous pouvez avoir une fonction monovariable ici, ou une fonction multivariable en mathématiques. Alors, ces variables, ce nombre de variables peut varier jusqu'à n, donc indéfiniment. C'est la même chose ici en programmation. Donc, comme exemple ici, nous avons une fonction ici qui prend deux paramètres. Donc là, nous avons une fonction additionnée. Ça prend deux paramètres, le premier paramètre A, le deuxième paramètre B, et retourne tout simplement le son. Donc ici, lorsque nous exécutons ce bout de code avec l'appel de la fonction, en attribuant les paramètres ou bien les arguments 3 et 7, nous obtenons le résultat suivant qui est tout simplement 10, car ça nous retourne bel et bien 10. Il est noté ici que il y a un élément très essentiel que nous venons de voir dans cet exemple. Il s'agit ici tout simplement du mot-clé return. Alors, lorsque nous écrivons ou bien nous construisons une fonction et à l'intérieur nous ne mettons pas de return, par défaut ou bien naturellement cette fonction va retourner non. Par exemple, nous avons notre bloc de fonction comme ceci, ou bien notre fonction carré comme ceci, qui retourne tout simplement ici le carré d'un nombre. Lorsque nous l'exécutons, vous verrez que c'est 25 qui est retourné. Pourquoi? À cause de ce return. Si nous nous mouvons ici, nous mettons maintenant cet élément-là en commentaire par exemple, et là nous disons qu'à l'intérieur de notre fonction ici, nous aurons tout simplement l'instruction suivante. Donc nous aurons une variable A ici qui va recevoir par exemple 2, disons 2 multiplié par 3. Vous verrez que ça en return. Lorsque nous exécutons ce bloc de code comme ici, nous obtenons non à l'écran. Mais si nous allons à la ligne comme ceci et nous écrivons return, donc la return A, alors voilà ce qu'on obtient après exécution. Vous verrez que nous obtiendrons 6.
Donc ici, c'est important, je le dis à nouveau, de noter que sans return, là, nous n'obtiendrons rien, juste un none. Il existe naturellement plusieurs types de paramètres ici pour les fonctions en Python. Nous pouvons avoir des paramètres avec valeur par défaut. Considérons ce bout de code. Là, nous avons notre fonction bienvenue que nous venons de construire, qui va prendre en paramètre un nom. Vous verrez que ce nom-là, nous avons attribué une valeur à ce nom par défaut, c'est-à-dire visiteur. Maintenant, nous allons afficher print bienvenue. Là, nous mettons nom ici. Donc, nous allons afficher tout simplement bienvenue ce nom-là. Lorsque nous allons exécuter ce bout de code ici, voici ce qu'on va obtenir. Nous aurons bienvenue visiteur. Pourquoi? Parce que pour le premier affichage ici, nous avons bienvenue nom ici. Lorsque nous appelons cette fonction bienvenue au niveau de cette première ligne, nous n'avons pas attribué d'argument à cette fonction. Donc, la valeur qui sera affichée sera tout simplement la valeur par défaut qui a été définie lors de la construction de cette fonction. En deuxième ligne, nous avons Paul. Vu que nous avons attribué maintenant une valeur ou bien un argument à cette fonction à la dernière ligne, cette valeur viendra donc écraser la valeur par défaut qui a été définie. D'où vous aurez donc Paul affiché à l'écran. Maintenant, nous allons voir un élément très important ici. Il s'agit tout simplement des arguments positionnels et des arguments nommés. Pour mieux comprendre cette notion-là, nous allons donc considérer cette fonction. Nous avons notre fonction info ici qui prend deux paramètres. Le premier paramètre qui est nom, le deuxième paramètre qui est âge. Par la suite, nous allons tout simplement afficher à l'écran ce nom et cet âge-là. En exécutant ce code, nous avons à la première ligne, là nous avons le nom Alice, âge 25. À la deuxième ligne, nous avons le nom ici qui est Bob et là nous avons âge ici qui est 30. Il y a aussi un élément très important à noter ici. Il s'agit ici de l'ordre. Avec la dernière possibilité, vous verrez que là, nous avons bouleversé l'ordre des paramètres que nous avons passés lors de la construction de la fonction info. Le premier paramètre ici était nom. Le deuxième paramètre était âge. Mais en nommant ces variables-là, nous avons donc la possibilité de changer leur place. Ce qui voulait donc dire que comme nous mettions âge à la première et deuxième position, tant que ce nombre de variables est identique au paramètre que nous avons entré, la valeur que nous allons l'attribuer va venir écraser la valeur ou bien se placer ou bien remplir le conteneur identifié par âge. Et il en est de même pour nom. D'où l'obtention de cette dernière ligne ici. Actuellement, il existe donc certains types d'arguments ici qui sont vraiment très spéciaux. Il s'agit ici des arguments étoile argument, donc étoile axe, et étoile keyword argument, double étoile key argument. En ce qui concerne les arguments étoile argument ici, alors là, nous pouvons dire que ici, ça permet tout simplement à une fonction d'avoir plusieurs variables. Alors, voici un exemple palpable. Nous avons défini ici une fonction additionner tout. Vous verrez qu'en paramètre, nous avons étoile nombre. Alors, au niveau d'étoile nombre, là, le code, le programme va comprendre qu'ici, vous pouvez passer donc plusieurs variables à cette fonction-là. Et là, naturellement, la somme ou bien l'opération que vous allez retourner en retour sera appliquée à l'ensemble de ces paramètres. Donc là, pour l'exécution ou bien pour l'utilisation de cette fonction-là, nous allons donc afficher tout simplement cette fonction-là avec comme argument 1, 2, 3 et 4. Vu que nous avons au niveau de l'exécution, l'instruction ici, c'était d'effectuer tout simplement la somme de nombres. Là, en effectuant la somme de nombres, vous verrez que nous obtiendrons 10. Parce que là, ça va considérer tous ces nombres-là et effectuer tout simplement leur somme dans l'ensemble, paramètre par paramètre. Maintenant, nous allons voir l'utilité du mot-clé double ou bien double étoile keyword. Donc là, il s'agit des arguments nommés. C'est la même opération, mais sauf que cette fois-ci, vous avez la possibilité de donner des arguments comme on l'a dit précédemment. Et qui dit nommer les arguments ici, dit la possibilité donc de changer les positions des différents arguments selon les paramètres que nous avons eu entre au départ. Comme exemple, ici, vous avez pour la même fonction, là comme premier paramètre, ici, vous avez le nom qui est Jean. Comme deuxième paramètre, vous avez l'âge qui est 28. Comme troisième paramètre, vous avez ville qui est égale à Paris. Alors là, ici, ça va donc retourner. Qu'est-ce que ça va retourner?
Donc là, ça va retourner donc l'ensemble des clés et des valeurs ici. Donc là, ça définit des paramètres par couple, comme dans les dictionnaires. Là, maintenant, lorsque vous effectuez, bien vous exécutez ce bout de code, vous obtenez donc nom, Jean. Donc, premier clé qui est nom, sa valeur c'est Jean. Deuxième clé qui est H, sa valeur c'est 28. Il est bien de noter ici que, au niveau des variables, nous distinguons deux catégories majeures de variables. Nous avons les variables globales et nous avons les variables locales. C'est quoi une variable globale? C'est une variable ici qui est utilisable dans tout le code. Donc une variable ici qui n'est pas propre à une fonction. Mais une variable locale, c'est une variable qui est propre à la fonction. C'est-à-dire, lorsque vous mettez ou bien vous sortez de la fonction et que vous voulez utiliser cette variable sans l'avoir déclarée au préalable, alors il ne sera tout simplement pas possible de modifier cette variable ou de l'utiliser hors de la fonction. Comme exemple ici, là nous déclarons une variable x à laquelle nous affectons 10. Dans ce cas, cette variable ci n'appartient à aucune fonction, donc c'est considéré comme une variable globale. Et là nous définissons notre fonction, ma fonction. À l'intérieur de cette fonction, nous déclarons à nouveau une autre variable x à laquelle nous affectons 5. Cette fois-ci, ce 5 là ou bien ce x est une variable locale car elle est propre à cette fonction. Alors, pour mieux apprécier ces deux différences, là, nous allons afficher ici. Là, nous allons afficher tout simplement x. Et là, nous allons appeler notre fonction, ma fonction ici. Et nous allons rien passer en paramètre car ça n'avait aucun paramètre ici. C'est-à-dire, ça va tout simplement retourner l'affichage du x qui était défini à l'intérieur. Comme le montre le bout de code suivant, vous verrez que là, nous avons 5 ici et là, nous avons 10. Ce qui prouve bel et bien que ce x à l'intérieur de la fonction et ce x hors de la fonction ne pointent pas avec le même espace mémoire. Le deuxième x ici dans la fonction est une valeur propre. Le premier x est une valeur globale. Ou bien est une variable globale. Maintenant, ça pose un petit problème. Si on veut modifier maintenant une variable locale ici, ou bien une variable globale à l'intérieur d'une fonction, comment faire? Ici, vous avez donc ce même bloc de code que nous avions précédemment, sauf qu'à l'intérieur de notre fonction, nous avons utilisé un mot-clé qui est le mot global. C'est-à-dire, lorsque vous définissez votre variable x à l'extérieur de la fonction, elle est globale. Maintenant, si vous voulez utiliser cette même variable ici à l'intérieur d'une fonction, cette fois-ci, vous allez définir la fonction x, mais en ajoutant le mot-clé global tout simplement, pour dire que ça va récupérer donc cette variable qui est hors de la fonction et utiliser à l'intérieur de la fonction. Maintenant, là, vous avez x égale à 20. Donc là, lorsque nous affichons donc le résultat de modifier global et de l'affichage de x ici, vous verrez que nous obtiendrons tout simplement 20 à tous les niveaux. Donc, si vous revenez dans la fonction modifier global, par exemple, ici, et là, vous affichez tout simplement x, comme cela. Donc là, nous affichons x. En réexécutant ce bout de code, vous aurez 22 fois. Donc là, vous travaillez tout simplement avec la même variable. Il existe une autre fonction très époustouflante ici, dans Python. Il s'agit tout simplement de la fonction lambda. C'est une fonction courte. Son nom tout simplement c'est lambda. Comme utilisation ici, là où nous déclarons une variable carré ici, nous ne connaissons pas son type ici. Mais grâce à la fonction lambda, nous avons une sorte de transformation de cette variable ici en fonction. Là, vous avez lambda qui va prendre donc comme paramètre ici un élément x. Alors, l'opération qui est exécutée dans le corps de la fonction ici, ou bien le bloc d'instruction, c'est tout simplement x au carré, donc x star 2. Maintenant, lorsque nous testons cette fonction, et là nous affichons par exemple carré ici, qu'est-ce qui se passe? Vous verrez qu'à l'écran, nous obtiendrons 16. Alors, il existe une petite remarque à faire ici. Lorsque nous utilisons la fonction lambda, vous verrez que nous n'avons pas utilisé la fonction return. Ça veut donc dire qu'avec lambda, ces instructions sont exécutées et les résultats sont directement retournés. D'où l'obtention de ces 16 et non d'un nom, vu que nous n'avons return nulle part ici. Il est aussi important de nous noter qu'une fonction peut être également passée comme argument. Donc ici, vous avez par exemple la déclaration d'une variable double ici. Donc là, nous avons un double qui va prendre un paramètre x et qui retourne tout simplement x fois 2.
Maintenant, là, vous pouvez donc définir tout simplement une deuxième fonction, appliquer fonction ici. Vous verrez que les deux arguments de cette fonction-ci, là nous avons fonction et là nous avons valeur. Cet élément va donc retourner tout simplement fonction valeur, comme vous voyez. Donc, ces deux fonctions simplement définies. Par la suite, nous allons afficher maintenant la deuxième fonction qui va prendre en paramètre ou en argument ici la première fonction comme l'un des arguments et une valeur comme l'autre. Donc, cela voudrait donc dire que là, la première fonction sera tout simplement exécutée ici. Là, lorsque nous exécutons ce bout de code, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons bel et bien une valeur égale à 10. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez 5 ici et que vous le multipliez par 2, vous allez tout simplement obtenir 10. Il existe certains types de fonctions remarquables ici. Il s'agit ici de la fonction map, de la fonction filter et de la fonction reduce. Comme exemple d'utilisation, là nous avons notre liste de nombres ici, de nombres entiers naturellement. Ici, lorsque nous utilisons la fonction map lambda ici, par exemple une fonction map, alors la fonction ici, ou bien l'instruction ici sera appliquée à chacun des éléments de la liste qui sera passé comme deuxième paramètre ou argument ici de cette fonction map là. Donc au niveau du premier argument ici, nous avons les instructions. Au niveau du deuxième argument, nous avons tout simplement la liste. Donc lorsque nous allons exécuter ce bout de code ici, cette fonction x au cube sera appliquée à chacun des éléments de notre liste. Donc chacun des éléments sera tout simplement élevé au cube et notre liste sera conservée. Alors en ce qui concerne la fonction filter ici prend deux paramètres également. Le premier paramètre, c'est une instruction ici. Dans notre cas, si c'est la fonction lambda qu'on a utilisée avec son instruction. Alors, le deuxième argument, c'est l'objet sur lequel cette instruction sera tout simplement appliquée. Maintenant, la fonction filter ici va permettre donc de prélever tous les éléments de l'objet qui vérifient cette condition. Vous verrez que en exécutant donc ce petit bout de code, pour la première liste ici, nous obtenons 1, 8, 27, 64 normal, car c'est la fonction map qui élève chacun des éléments, bien qui applique cette instruction sur chacun de ces éléments, à savoir les élever au cube. Pour la deuxième liste ici, nous obtenons 2, 4. Lorsque vous revenez dans notre liste de départ, dans la deuxième instruction, la première instruction au niveau de l'utilisation de la fonction filter, nous voulons tout simplement l'ensemble des nombres qui sont divisibles par 2. Raison pour laquelle l'instruction c'est x modulo 2 doit être égal tout simplement à 0. Lorsque nous prenons 1, il n'est pas divisible par 2. 2 est divisible par 2, donc nous conservons 2. 3 n'est pas divisible par 2. Et là maintenant nous avons 4 ici qui est tout simplement divisible par 2. Le reste de 4 divisé par 2 c'est 0. Nous l'obtention de cette autre liste. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, nous allons maintenant voir un peu la récursivité des fonctions. C'est quoi une fonction récursive? C'est tout simplement une fonction qui est capable de s'appeler elle-même. Alors, un cas idéal, comme exemple ici, c'est la fonction factorielle. Là, nous définissons notre fonction factorielle ici qui va prendre en paramètre un entier n. Disons n. Là, nous disons que si n est égal à 0, alors nous retenons 1. Maintenant, cette fonction ici va retenir tout simplement n, multiplié encore par cette fonction elle-même, qui va prendre cette fois-ci en paramètre n-1. Vous verrez que cette fonction factorielle, c'est encore appelée dans elle-même. Alors, lorsque nous exécutons ce bout de code, et en prenant comme argument n égale à 5 par exemple, voici ce que nous obtenons. Nous allons obtenir donc factoriel 5, dans ce cas qui va tout simplement donner 120. Nous allons maintenant voir quelques fonctions intégrées en Python, les fonctions couramment utilisées ici, vu que nous amorçons de 0, nous atteignons déjà la fin de cette partie. Comme première fonction ici, vous avez la fonction prix. C'est une fonction que nous avons utilisée depuis le début de cette grande formation. Alors, la fonction prix ici permet tout simplement d'afficher des données à la sortie standard, comme vous l'aurez sans doute constaté. Par exemple, ici, là, nous avons tout simplement pris bonjour Python. Naturellement, vous devez déjà connaître cela par instinct. Nous avons la fonction len. La fonction len ici qui retourne tout simplement la longueur d'un objet. Donc, la longueur d'un objet ici, de façon générale, représente le nombre d'éléments de cet objet-là.
Nous pouvons utiliser ces fonctions sur les éléments tels que des listes, des dictionnaires et bien d'autres encore. Par exemple, là nous avons donc une liste 1, 2, 3, nous voulons sa longueur, nous avons qu'à utiliser la fonction let, qui est tantôt une fonction que nous avons utilisée lorsque nous sommes en train d'utiliser les listes et les dictionnaires. Maintenant, en ce qui concerne la fonction tab, qui est également une fonction connue ici, c'est une fonction qui retourne tout simplement le type d'un objet. Par exemple, là nous avons 42 ici. Si nous voulons connaître le type de 42, nous n'avons qu'à appliquer la fonction tab à 42. Et là, nous allons obtenir tout simplement son titre en exécutant le code, qui est tout simplement un entier. Donc, ça appartient à la classe des entiers. Il y a également la fonction somme, qui est également une fonction connue, qui permet tout simplement de sommer les éléments dans un itérable. Cet itérable peut être naturellement des tuples, des listes, etc. Donc ici, vous avez votre liste, vous sommez les différents éléments 1, 2, 3 grâce à la fonction somme, et là, en retour, vous obtenez 6. La prochaine fonction par intuition, là, c'est compréhensible. Nous avons la fonction max et min qui retourne tout simplement l'élément maximal ou minimal d'un itérable. Donc là, vous avez notre liste précédente 1, 5, 3 et 1, 5, 3. Là, en utilisant la fonction max et min, vous voyez que premièrement, nous avons le max qui est 5. Ensuite, nous avons le min qui est 1. Maintenant, on va sur une fonction également très intéressante. Il s'agit de la fonction sort. Cette fonction-ci permet tout simplement de ranger les éléments d'un itérable dans un ordre. Par défaut, l'ordre de grandeur croissante autant pour moi. Par exemple, ici nous avons une liste ici, 3, 1, 2. Une liste, c'est une liste bouleversée dans ce cas. Lorsque nous appliquons la fonction sort à cette liste-là, vous verrez que cette liste sera tout simplement rangée dans l'ordre de grandeur croissant. Là, nous obtenons 1, 2 et 3. Il existe également une fonction très connue de tous. Il s'agit de la fonction range qui permet de créer un générateur d'entiers sur une plage spécifiée. Ça, c'est une fonction que nous utilisons également presque au début de cette formation. Donc là, vous comprenez directement le bout de code suivant. Vous avez for i in range 5, là, on va afficher i qui va seulement afficher l'ensemble des entiers allant de 0 à 4. Donc ici, en exécutant cela, c'est ce que vous obtenez. Vous avez également la fonction input. La fonction input ici permet de lire et entrer, bien de demander un élément à l'utilisateur. Donc, nous avons également eu à utiliser cette fonction-ci. Par exemple, là, vous avez la variable name à laquelle nous allons affecter la fonction input appliquée à ce message-ci, entrer votre nom. Là, nous allons maintenant afficher ce nom tout simplement. Par exemple, voilà ça, input. Là, on m'envoie entrer votre nom. Moi, c'est Herman. Donc là, c'est Herman. Lorsque vous tapez entrée, nous obtenons bonjour Herman. Vous avez également plein d'autres fonctions. Je vous laisserai le soin par vous de les tester par vous-même. Là, nous avons la fonction abs ici pour les valeurs absolues, la fonction round ici pour les arrondis. Là, nous avons la fonction all. Bon, cette fonction, nous allons la tester ici. Alors, la fonction all ici retourne true si tous les éléments d'un itérable sont vrais. Par exemple, nous avons cet itérable ici qui est une liste de booléens constitué de true, true et false. Lorsque nous exécutons ce bout de code, nous obtenons donc false ici. Alors que se passerait-il si dans cette liste ici, nous avons plutôt false partout? Là, nous copions ce false-ci, nous remplaçons ce true par false, nous remplaçons cet autre true ici par false. Alors, lorsque nous exécutons ce bout de code, nous obtenons également false. Ok? Maintenant, construisons une liste de deux éléments ici, exécutons à nouveau ce bout de code. Là, nous obtenons également false. Donc là, il est certifié que cet élément-ci va vous renvoyer true si et seulement si tous les éléments de l'itérable sont vrais, donc true. Maintenant, si l'itérable est vide, ça va également vous renvoyer true. Ce sont les deux seules conditions. Alors, quel est l'intérêt de connaître ce type de fonction? Supposons que vous soyez en train d'analyser des données et parmi ces données, toute l'information dont vous avez besoin, c'est de savoir si dans votre dataset de booléen, par exemple, il existe au moins un élément faux à l'intérieur. Alors là, vous n'aurez qu'à utiliser cette fonction. Vous n'avez pas besoin de connaître sa position. Vous aurez donc à appliquer cette fonction-ci à votre liste de data. Et là, vous obtiendrez le résultat. À la suite, nous avons également une autre fonction très intéressante. Il s'agit de la fonction in. Donc, la fonction n ici agit un peu comme un ou. Alors, la fonction n retourne le true si au moins un élément de la liste est vrai. Donc, si au moins un élément de la liste est vrai, alors là, vous aurez true.
C'est comme l'union des éléments de booléen, bien l'addition des true et false. Nous savons que au niveau de l'union des booléens ici, alors cette union sera vraie si et seulement si au moins un élément à l'intérieur est vrai. Donc là, vous verrez donc exécuter par vous-même pour voir le résultat. Vous avez également la fonction zip ici, qui par instinct ici est vite compréhensible. Ça permet de combiner deux ou plusieurs itérables en un seul itérable de tube. Comme exemple, là, vous avez une liste, première liste d'entiers, deuxième liste ici sont les listes de caractères. Alors là, lorsque vous utilisez la fonction zip ici, qui va prendre donc en paramètre la liste 1 et la liste 2, alors ici, ça va nous retourner une liste de deux éléments. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, nous avons donc une liste de paires d'éléments, une liste de couples. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé la fonction liste. Ce qui veut dire que là, nous avons une liste à la fin, et non un dictionnaire. Alors, que se passerait-il par exemple si, au lieu de liste ici, nous mettons plutôt dict pour avoir un dictionnaire? Lorsque nous exécutons, vous verrez que là, nous avons bel et bien l'affichage d'un dictionnaire avec les clés et les différentes valeurs. Alors, voilà également la fonction énumérée. Je n'y reviendrai peut-être plus dessus parce que c'est une fonction que nous avons eu à utiliser. Là, nous avons la fonction filter déjà étudiée et la fonction instance ici déjà utilisée. Alors, c'était tout pour cette partie portant sur les fonctions. On se retrouve de l'autre côté pour la suite de ces tutos.